le sujet de Conan Doyle, mais aujourd'hui vraiment de s'attarder sur Sherlock, puisque c'est un peu aussi le personnage à l'honneur ce week-end pour ce festival. Et nous sommes donc, je suis et nous sommes accompagnés de deux personnes qui vont pouvoir nous en parler. Alors il y a toujours des très très grands connaisseurs de Sherlock qui en a peut-être dans la salle. Donc on va essayer de ne pas faire d'erreur, mais je suis sûre qu'avec vous ça va aller. Jérémy Bouquin et Daniel Enoch sont avec nous. Alors Jérémy notamment pour ce livre Sherlock Holmes et les mystères de Lorraine. Et puis Daniel Enoch pour... Moi, je peux me présenter si vous voulez. Moi je viens avec deux casquettes. La première casquette, Société Sherlock Holmes de France. Donc je suis membre depuis pas mal d'années et puis au sein de l'association. Je me consacre beaucoup à tout ce qui est d'études cinématographiques, me plonger dans les archives, des vieux bouquins, des choses comme ça, essayer de retrouver des trucs incongrus, inconnus, et ainsi de suite. Alors on découvre toujours des pépites, c'est ça qui est intéressant. Puis la deuxième casquette, c'est une casquette de youtubeur. Donc je suis créateur et réalisateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Sherlock. Alors Sherlock, c'est quoi? C'est tous les sujets qu'on peut aborder autour de Conan Doyle et de Sherlock Holmes. Donc dans tous les domaines, historique, littérature, fiction, et ainsi de suite. C'est un bon moyen. Si vous allez sur notre stand, vous avez par exemple une petite vidéo que j'ai montée qui s'appelle Holmes met le visage. Et ça vous donnera un petit aperçu justement par rapport au monde du cinéma, comment on a perçu Sherlock Holmes et comment on lui a donné un petit peu des visages qui peuvent paraître crédibles et d'autres des fois moins crédibles ou autres. Voilà. Justement, on parlait de ceci. Il y a bien un personnage qui est très très connu, c'est Sherlock Holmes. Il a marqué l'imaginaire de plein de générations et ça date pas d'aujourd'hui. Donc on va essayer d'en savoir plus parce que quelquefois c'est pas non plus évident de sortir de tout ce qu'on sait déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et qu'on connaît. On va voir si on peut trouver des petites pistes. Mais c'est toujours important la façon dont on rencontre un personnage, notamment les personnages de fiction et de cette envergure-là. Il y en a qu'on découvre quand on est enfant, quand on est lecteur et qui nous suivent toute notre vie. Vous vous rappelez, vous, de comment vous avez rencontré Sherlock Holmes? Est-ce que ça date de l'enfance déjà ou est-ce que ça a été plus tardif? Il y a peut-être plusieurs périodes. La première rencontre, c'est les hommes illustrés. Les hommes illustrés, moi je suis enfant, je suis en 6e. Je me souviens avoir découvert les hommes illustrés. La particularité à l'intérieur, c'est que vous avez le code qui est disponible. Et avec des copains, on s'amusait à un moment à écrire des phrases avec le code des hommes dansants, etc. Donc il y avait tout un tas de trucs où c'est les hommes dansants. Et derrière, il y a un personnage qui d'un seul coup devient un objet de loisir. Et puis après, il y a l'adolescence beaucoup plus avancée, où là on rentre dans l'étude en rouge, où on découvre le personnage d'une autre manière. Et après, quand on est adulte et quand on écrit, on essaie de comprendre un petit peu la technique Conan Doyle qui est un peu particulière. C'est quand même un personnage qui ne vieillit pas, avec une narration très très particulière, avec une technique d'écriture quand même très très particulière. Et donc, derrière, on essaie de décoder et de voir ce qui fait la magie de Sherlock Holmes et ce qui en fait toujours un récit assez récent dans la méthode, la preuve des adaptations en série télé il y a très très peu de temps, et aussi un personnage très moderne dans l'accomplissement qu'on a d'un héros qui est aussi un anti-héros. Et vous, votre rencontre avec lui, c'est vraiment qu'il fallait... Ah oui, la première rencontre, moi je dirais que c'était 9-10 ans, c'était à la télévision, et c'était déjà à l'époque, donc dans les années, je suis mort dans les années 60, donc dans les années 70, c'était déjà une rediffusion, je suis désolé, mais à l'époque on faisait des rediffusions. Et c'était la rediffusion du Chien des Baskerville, mais la version de 1939, avec Basil Rathbone. Et j'avais été impressionné par cette version. C'était en noir et blanc, mais il y a certains moments, ça faisait vraiment flipper. Voilà, ça c'était ça. Et ça m'a dit, tiens, il y a un truc pas mal intéressant, il y a un personnage qui est assez ambigu. Alors même si le Chien des Baskerville, on a la présence de Holmes qui arrive à peu près à la moitié du film, puisqu'on le voit un petit peu au départ, et puis après Watson part dans la lampe, dans les Dartmoor, et puis après on voit Sherlock Holmes qui va arriver d'un seul coup, alors qu'on s'y attend pas. Et là j'ai fait, mais là il y a un truc intéressant, c'est vraiment cet univers, la science, le machin, la criminalistique, il y a plein de choses qui se mélangeaient dans mon cerveau, qui faisaient que là il y avait quelque chose d'intéressant sur les gars. Et puis après j'ai commencé à lire au fur et à mesure les nouvelles, à m'intéresser un petit peu à tout ce qui sortait.
Et ça a été comme ça pendant longtemps. Et puis un jour, je me suis dit, mais ça serait quand même bien d'approfondir un peu le sujet, quoi. Et puis je commence à faire des recherches, parce que j'avais envie de monter une chaîne YouTube. Puis je dis, c'est sûr que les Anglais ou les Américains, il y a un truc qui existe. Et puis je commence à faire des recherches, et puis là, rien, je trouve rien. Je dis, s'il n'y a rien, allez, on va se lancer, hein, on va faire une chaîne YouTube là-dessus. Et puis j'ai fait une chaîne YouTube, et puis voilà, puis ça continue, et voilà. Alors, parce qu'on parle de Sherlock Holmes, cela, ça y est, comme si on le connaissait tous, mais si on imaginait que quelqu'un par ici, par exemple, ne sait pas qui est Sherlock Holmes, pourquoi pas? Ça peut, on a le droit de découvrir des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Sherlock Holmes? Levez la main. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait avec certitude en partant des livres et pas des adaptations, puisque des adaptations lui ont donné un visage et des représentations qui ne sont pas toujours celles qu'on trouve dans les textes. Oui, mais attention, les livres, c'est pareil. Les livres, c'est une représentation qu'on a, puisque je vous ai amené ici deux ouvrages. Vous avez ici un facsimilé, qui est Steady Scarlett. C'était la première aventure de Sherlock Holmes, une étude en rouge, qui a été publiée en 1887. Alors, dans un almanach. Un almanach, c'était quelque chose qui était vendu pas cher sur des kiosques. C'était tiré en très bon exemplaires, je crois qu'il y avait à peu près 300 000 exemplaires. Et les gens, une fois qu'ils avaient lu ça, donc il y avait plein de pubs aussi à l'intérieur, ça ne changeait pas. Vous voyez, les époques changent, mais les principes éditoriaux restaient les mêmes. Et les gens, après, ce qu'ils faisaient, c'est une fois qu'ils l'avaient lu, ils s'en servaient pour allumer le feu. Donc après, ça partait en fumée. Alors aujourd'hui, si vous en trouvez un original, gardez-le précieusement. Parce que ça, aux enchères, c'est vendu entre 130 000 et 150 000 euros. Facile. Voilà. Et quand Conan Doyle publie ce roman, donc lui, il voulait s'essayer un petit peu à tout ce qui est roman policier, parce que il lisait beaucoup Edgar Allan Poe, il lisait Dickens, il lisait Émile Gaboriau, qui est un auteur français. Et il y a des choses qui l'embêtaient dedans. Il y a des choses qui l'embêtaient parce que la résolution des énigmes, ça se faisait toujours un petit peu comme ça sur un clin d'œil. Enfin, ça tombait comme ça. Et lui disait non, ça c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Arthur Conan Doyle, il est médecin. Et pour lui, la science, elle est importante. Parce que la science, elle permet quand même d'expliquer un certain nombre de choses. Il dit, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faudrait au moins qu'on ait une explication scientifique. Il faudrait qu'on ait quelque chose qui donne de la crédibilité par rapport à ça. Et il s'est dit, je vais inventer un personnage, un détective consultant, qui se met à travailler pour Scotland Yard, puisqu'il va travailler avec eux, parce que eux, ils n'arrivent pas toujours à trouver les solutions aux énigmes. Et puis, il va forger ce personnage. Il va lui adjoindre donc un médecin militaire, qui est le docteur Watson, et puis donc, il va s'en sortir là-dessus. Et quand il publie une étude en rouge, c'est un one-shot. C'est-à-dire que c'est un livre qui est publié, et il n'a pas l'intention de continuer. Donc si le livre n'avait pas marché, à l'époque ça n'a pas été un grand succès, et si ça n'avait pas marché, ça aurait resté comme ça, et on aurait eu un livre avec Sherlock Holmes dedans. Et puis derrière, il y a eu un Américain qui est arrivé, puisque le livre s'est retrouvé publié aux États-Unis, puis un Américain qui a fait « Oh, mais ça c'est un personnage intéressant ». Donc il a rencontré Sherlock Holmes, enfin il a rencontré Conan Doyle dans un repas avec Oscar Wilde, et il leur a demandé de faire une commande. Donc écrivez-moi une nouvelle aventure. Et Conan Doyle a produit derrière le film des 4. Donc c'était la deuxième aventure de Conan Doyle. Et là c'était pareil, ça restait lettre morte, ça n'allait pas plus loin. Et derrière, on a eu un éditeur qui est arrivé et qui a sorti ce qu'on appelle le Strand Magazine. Le Strand Magazine, c'était un mensuel sur lequel il y avait plein d'auteurs qui commençaient à éditer. Et là, Conan Doyle, lui, il a eu l'idée, il dit, mais si j'allais inventer un petit peu un truc que nous voilà, il y avait l'histoire du feuilleton. Le feuilleton, ça ne lui plaisait pas. Parce que le feuilleton, il fallait lire le premier, passer au second, au troisième, et ainsi de suite. Donc si vous aviez loupé un épisode, vous aviez loupé le fil de l'histoire. Donc ça, c'est pas intéressant. Et lui, il se dit, mais si j'écris des nouvelles, déjà c'est court, ça se lit vite, en 1 heure, on la lit. Et si derrière, je faisais on peut les lire dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de lire la première, je suis pas obligé de lire la dernière dans l'ordre chronologique, je peux les lire dans n'importe quel ordre. Et de façon récurrente, je vais retrouver mon personnage favori, et mon personnage favori,
Mais on va découvrir différentes facettes au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'après, dans le stand magazine, à partir de 1891, on va avoir des nouvelles qui vont sortir dedans. Je vous coupe parce que je l'ai demandé justement à Jérémy, quand on est auteur, justement qu'on a tout ce passif-là, et qu'on décide de s'inscrire dans ces pas, de reprendre ce personnage, j'aimerais quand même revenir sur cette question qui est, si on devait imaginer ce conseil de Sherlock, sa biographie en fait finalement, qui il est, où il est né, quelles sont les études qu'il a faites, quels sont ses hobbies, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre comme métier. On a des petits indices au fur et à mesure qu'on lit, donc ces 4 romans et 56, 4 romans, 56 nouvelles, il y a quand même au fil de ces textes-là des indices sur sa vie. J'imagine que tu les as tous lus. Et comment tu compactes ça quand tu te dis tiens, qui est Sherlock finalement, qu'est-ce qu'on sait de lui? Ce qui est marrant, c'est que ce qu'on sait de Sherlock Holmes passe déjà dans Watson. Et donc, au fur et à mesure que Watson évolue, on a un Sherlock Holmes qui évolue aussi. C'est-à-dire que malgré tout, une relation qui, au début, est quand même assez tendue. On est quand même sur 2 personnages, un qui héberge l'autre, l'autre qui découvre que quand même son colocataire défonce ses coussins, tire la nuit, joue du violon maladroitement, prend l'héroïne en effet. C'est un fou furieux. On n'a pas envie de vivre avec Sherlock Holmes. En tout cas, c'est difficile d'envisager une colocation avec un type pareil. Et qui plus est, au fur et à mesure des romans, et au fur et à mesure que l'un va s'accompagner avec l'autre, qui va continuer à avancer, on va découvrir de plus en plus de choses. Le rapport aux femmes, qui est quand même particulièrement compliqué chez Sherlock Holmes, le rapport à l'autorité et à la police, qui met hors de confiance, voilà, la façon dont il a de travailler avec des gamins qui sont quand même des pickpockets, des irréguliers parce qu'il c'est quand même voilà, son habitude de se déguiser, de disparaître, de réapparaître. On a tout sauf un personnage qui est sympathique et pour autant, Watson il reste toujours là. Watson il va s'accrocher, il va décrire ses aventures et au travers de son filtre, on va découvrir un personnage qui va être de plus en plus tendre et aussi de plus en plus tourmenté jusqu'au chute du Rachendar où il va disparaître et puis réapparaître peut-être un peu plus cassé, en tout cas une époque qui est de plus en plus cassée. Et ce qui est étonnant encore dans l'écriture de Sherlock Holmes, c'est que sur quelque chose qui est, enfin de Conan Doyle, sur quelque chose qui est au début très mathématique, très technique, on se rend compte qu'au lendemain du retour de Sherlock Holmes, on a quelque chose de beaucoup plus sensible, un personnage qui a évolué, qui a ses fragilités, on lui apprend qu'il a une mère française, on apprend que ses aïeux sont pas, enfin on découvre un petit peu plus l'antériorité de Sherlock Holmes, on n'avait pas forcément avant. En tout cas, on a Conan Doyle qui retravaille d'une autre manière son approche de Sherlock Holmes. Et en plus, qui inscrit dans l'espionnage qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin voilà, il y a une évolution qui ne se fait mais que au travers de la perception de Watson et pas forcément au travers de la perception de Sherlock Holmes. Donc lequel des deux attendrit, à vous de déterminer. Et voilà, on découvre, je ne sais plus dans lequel des romans notamment, ça aurait pu être, à défaut d'être un brillant détective, un grand boxeur, par exemple, puisqu'il croise un personnage qu'il a connu sur un ring de boxe. Il y a quand même 13 aventures de Sherlock Holmes dans lesquelles Sherlock Holmes pratique la boxe. Alors non seulement il pratique la boxe, il pratique une certaine forme d'art martial qui est le baritsu, c'est-à-dire c'est une forme d'art martial de combat avec la canne, puisque à l'époque de l'époque victorienne, on utilisait une canne, mais pas toujours pour marcher. On l'utilisait aussi comme arme de défense, parce qu'avec un bon pommeau en argent, un bon coup asséné sur la tête, ça permettait de bien se défendre. Donc il y a différentes facettes comme ça. D'ailleurs, dans Une étude en rouge, on va avoir Watson, le docteur Watson, qui nous fait un petit peu un catalogue de ce que Sherlock Holmes sait maîtriser, de ce qu'il ne sait pas maîtriser. Et on apprend par exemple qu'au niveau chimie, c'est quelqu'un qui est particulièrement performant au niveau de la chimie. Il y a d'autres domaines où effectivement, au niveau de tout ce qui est people, relations people, sociologie et ainsi de suite, le tabac et ainsi de suite, ces analyses, voilà, il maîtrise, donc effectivement il aurait pu faire différents métiers. Mais il y a 12 points. Oui. Alors des fois avec des points négatifs, néant. Mais en littérature, en philosophie, en astronomie, nul. Voilà. Donc, mais par contre, il fait paraître une petite étude à un moment sur
sur l'eau, les océans et ainsi de suite. Les cendres, oui, l'analyse des cendres de cigares. Voilà. Et donc on pourrait très bien avoir plein d'autres métiers qui sont voilà. Jérémy, sur la fiction et la façon dont ce personnage a perduré, c'est aussi parce que des il vit toujours, quelquefois ça va encore plus loin, c'est carrément la réappropriation. Est-ce que à la fois il y a un côté impressionnant, parce que c'est un personnage emblématique, c'est impressionnant de s'en emparer, et en même temps on peut être aussi totalement libéré, parce qu'il y a eu tellement de réadaptation qu'on peut se décontracter en écrivant une autre aventure. Alors déjà, on peut se décontracter en faisant un personnage qui est particulièrement antipathique, Dr House. On peut en fait jouer avec Sherlock Holmes de plein de manières différentes. Et la première, c'est un personnage antipathique qu'on aime à détester et qui pour autant est un génie, avec une vision et une appropriation que Monk, par exemple, en série télé, que en fait, The Good Doctor, vous avez plein de séries qui reprennent l'archétype de Sherlock Holmes, c'est-à-dire d'un génie, d'une personne qui va être mentaliste, d'une perception qui va être différente, du fait d'observer ses pairs de manière légèrement de côté. Vous avez un personnage qui a été étudié, ressassé, retravaillé. Ce qui est particulièrement en plus dans le côté Sherlock Holmes, c'est qu'en plus de marcher avec la société dans laquelle il correspond, en plus d'être un personnage archétypal qu'on retrouve régulièrement, vous avez un format. Ça veut dire que, on parlait tout à l'heure du format de la nouvelle, le roman noir qui a suivi après, avec Annette Chandler, etc., on retrouve les mêmes formats, les mêmes process industriels. On voit que, en plus, un personnage qui est marqué et stéréotypé, l'évolution dans la durée, Dickinson, etc., font que les personnages vont évoluer en parallèle de la littérature de genre va évoluer dans ses formats et suivre ces personnages, et en même temps, ils vont s'inscrire de plus en plus dans la société en intégrant Sherlock Holmes dans les aïeux, ceux qui vont suivre, Sherlock Holmes dans leur époque. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant de voir que ce détective antipathique, maintenant, il revêt énormément de visages. Quand on parle de romans policiers et d'archétypes, justement, c'est assez intéressant de voir comment déjà, donc on est en 1887 quand sortent les premiers textes, le Chevalier du Pain est déjà passé par là, mais on est quand même dans le début du genre. Et si vous pensez aux romans policiers que vous lisez aujourd'hui, quels sont les archétypes et les clichés du détective, notamment de roman noir dont on parlait, ce fameux roman noir hard-boiled américain. Quelquefois on en a même un peu soupé parce que le détective est alcoolique, il a souvent des problèmes avec sa femme. La musique est très souvent importante, alors ça a été le jazz à une époque dans ces romans noirs, mais la musique est importante aussi dans le polar. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les histoires de Conan Doyle, dans les aventures de Sherlock Holmes? C'est tout ça, la drogue est quand même, enfin, les détectives c'est presque plus soft avec l'alcool. Quand on voit certaines scènes où il se pique, enfin je veux dire, c'est quand même tragique. Il y a quelque chose de tragique et qui a infusé dans toute la littérature ensuite sur cet archétype. Tu peux hocher la tête, Jérémy, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui est compliqué, c'est que 1887, enfin 1892, Jack et l'Entrain. Il faut voir aussi qu'on est sur des époques où le fait divers a pour réponse aussi la narration, il y a interaction réelle entre la fiction et le fait réel. On parlait de l'almanach, on parlait de la parution, des schémas de parution. On est dans quelque chose où, en plus du divertissement, il y a une réponse au fait divers du moment. Et à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui est ancré en parallèle entre l'élément, Sherlock Holmes, il y a la veille de la guerre qui s'éveille dans les derniers textes. Il y a toute une allusion en fait à l'époque qui vient en miroir direct, et c'est quand même assez troublant qu'une littérature de divertissement
pas encore offerte à tout le monde. L'école n'est pas encore accessible à tous. Le fait que tout le monde sache lire n'est pas encore accessible à tous. Ça va venir au fur et à mesure. En Angleterre, c'est différent, parce que l'Angleterre, à partir de 1876, vous avez un programme qui s'appelle Education Act, qui fait qu'on rend pratiquement obligatoire l'éducation, la lecture, l'écriture au niveau des plus jeunes. Et en répercussion, ça va avoir l'effet que, effectivement, à la fin des années 87-88, on a un lectorat jeune qui est là, qui est avide et qui demande de la lecture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été formés au départ. Et deuxième phénomène au niveau de l'Angleterre, c'est que l'imprimerie fait énormément de progrès. Et quelque chose, par exemple, qui est très intéressant, c'est qu'on va être capable de pouvoir reproduire avec un système des photographies. Les photographies, on va être capable de pouvoir les tramer et donc de les publier sur les documents. Et ça va changer. Et comme ça change, donc on voit que tout ce qui est le média de l'image, ça commence à prendre une importance de plus en plus importante. Et ça, Conan Doyle, d'un certain côté, il le sentait, il le pressentait. C'est pour ça qu'effectivement, dans les années 1897, il va avoir l'idée d'utiliser le théâtre. Le théâtre, c'est une forme très populaire à cette époque-là. À l'époque, à la fin de l'époque victorienne, énormément de gens vont au théâtre, les prix sont accessibles. On peut voir des très très bons acteurs, des très bonnes pièces. Vous pouvez aller voir en 88 au moment où c'est Jack l'Éventreur, vous pouvez aller voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Aïe 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 aïe. La pièce fut suspendue pendant quelques temps à cause de ça. On a même soupçonné l'acteur qui jouait d'être Jack l'Éventreur. Et donc il se dit, tiens, le théâtre c'est une forme de média qui est intéressante. Et là il a l'idée de produire une pièce de théâtre. Et puis donc il produit cette pièce de théâtre, il fait appel à un acteur anglais, et puis l'acteur anglais il dit bon bah il n'y a pas de problème, ça va jouer. Et puis au moment où il fait signer le contrat, l'acteur anglais il dit, parce qu'il avait un petit peu la recette, il dit ah oui mais je pourrais très bien jouer Holmes et Moriarty dans la pièce. Et là Conan Doyle il fait attendez, ça pose un problème parce que Holmes et Moriarty ils sont l'un en face de l'autre. Comment vous pouvez jouer les deux personnages en même temps? Et l'autre me répond mais c'est pas un problème, je mets une moustache et on ne reconnaîtra pas. Donc ça fait doucement rigoler Conan Doyle, donc il a laissé tomber l'affaire. Et puis après, il a envoyé la pièce aux États-Unis. Et là, il a rencontré un producteur américain qui s'appelle Charles Frohman. Charles Frohman travaillait avec un très grand acteur américain qui s'appelle William Gillette. Et là, William Gillette lit la pièce de Conan Doyle, il ne connaissait pas Sherlock Holmes, donc il commence à relire un petit peu tout ça en détail. Et puis là, il trouve le sujet intéressant. Mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réécrire complètement la pièce. Et la pièce va être jouée en 1899, une première fois à Londres. Et puis la pièce va avoir un succès immense. Et elle va être jouée plus de 1300 fois. Donc là, ça montre qu'au niveau, quand on change de média, on a aussi une entrée dans la pop culture. Puisque là, on rentre vraiment dans un domaine. Et en parallèle, il ne faut pas oublier qu'en 1895, eh bien, les frères Lumière font la présentation d'un premier film muet. Et là, effectivement, on a un nouveau média qui va se mettre en place, qui est le cinéma. Et là, Conan Doyle dit, tiens, ça aussi, c'est intéressant. Et là, les Américains vont être très très intéressés, puisqu'en 1900, on va avoir un tout premier film qui va apparaître. Alors, c'est un petit film de 50 secondes. On n'arrive même pas à reconnaître Sherlock Holmes dedans, mais on met en titre Sherlock Holmes parce que c'était vendeur. À l'époque, c'était populaire. Et là, le cinéma muet va exploser au niveau des adaptations. Ça va être monstrueux. Et là, tout va passer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir du burlesque, de la comédie, des choses qui sont réelles, des choses qui sont complètement absurdes. On va avoir un petit film, je vous ai mis un extrait, par exemple avec Douglas Fairbanks. On parlait tout à l'heure de cocaïne. Douglas Fairbanks, lui, la seule chose qu'il a retenu au niveau du personnage, c'est qu'il était addict à la drogue. Et donc vous avez tout le côté burlesque qui va être mis en avant par rapport à ça. Vous avez des acteurs après, connus à l'époque comme Stan Laurel et Hardy, qui vont le parodier. Vous avez Buster Keaton, vous avez tout un tas de gens comme ça. Et effectivement, le média du film va énormément populariser. Vous avez là une quantité impressionnante de films de noir et blanc, muets, qui vont arriver. Puis après, vous allez avoir le parlant. Et le parlant, ça va encore changer la donne. Et là, vous allez avoir toute une succession de personnages. Voilà. Alors, on va s'attarder un petit peu sur le parlant après. On est aujourd'hui en 2024, donc forcément, il y a derrière nous une vaste... devant nous aussi. Et oui, alors on espère, normalement. C'est même plus qu'espérer, puisqu'il y a plein de projets qui sont annoncés.
c'est probablement intemporel. Mais juste, Jérémy, si tu voulais finir sur cette histoire de personnage, quand même, je le trouve archétypal dans la mesure où il a donné naissance ensuite, alors, il n'est pas tout seul, c'est jamais aussi simple, mais quand même à un prototype de détective et même de flic. Finalement, après, les grands flics du polar doivent beaucoup à Sherlock. Ils doivent beaucoup. Oui et non. Alors, il y a ceux qui répondent aux caractéristiques du génie policier, en tout cas de la lecture du policier. Et puis après, Sherlock Holmes, en tout cas dans son traitement, nous amène aussi au détective torturé, au détective qui est issu de la violence, en tout cas de quelque chose de beaucoup plus intrinsèque, en tout cas qu'on retrouve chez Annette Chandler, où là on va aller chercher un personnage qui n'a pas forcément le génie détective, mais qui est beaucoup plus travaillé, en tout cas qui est beaucoup plus où la drogue, ou l'alcool, ou la réalité vient chercher le personnage d'une manière beaucoup plus profonde. On voit les deux scissions s'opérer sur les schémas de détective. Pour autant, ce qu'il y a toujours d'intéressant, c'est la position de Watson, qui, au fur et à mesure, va disparaître. Chez Agatha Christie, on n'a pas l'effet Watson. En tout cas, on n'a pas la transposition d'une personne qui va décoder le détective. C'est le lecteur qui va devoir s'en satisfaire. Pareil dans le hard-boiled, et puis après dans le polar, le roman noir, puis après dans le néo-polar, peu à peu on voit que c'est bien le lecteur qui va devoir accomplir le travail pour pouvoir essayer de décoder le détective et en tout cas essayer de le comprendre de plus en plus. Pour autant, la société, ou ce qui résulte de la société, va travailler sur le détective et va le ramener, quoi qu'il arrive, à une forme de violence intrinsèque qu'on retrouve dans Sherlock Holmes. C'est bien parce que le Londres de cette époque est très brutal, très travaillé et très injuste, qu'un Sherlock Holmes est présent pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. En tout cas, la littérature de l'ordre apparaît à ce moment-là. Moi, je voudrais intervenir parce que moi, je suis beaucoup plus tranché. Quand vous dites policier, non pas policier comme on pourrait l'entendre. Conan Doyle insiste bien sur le fait que c'est une méthode scientifique que Sherlock Holmes utilise. C'est un policier scientifique. Et d'ailleurs, pour ne pas s'y tromper, lorsque notre premier en France criminologue célèbre qui s'appelle Edmond Locard, qui a créé la police scientifique à Lyon, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il avait des étudiants, ou lorsqu'il avait des gens à former de la police, il leur disait dans un premier temps, lisez les Sherlock Holmes. Parce que dans les Sherlock Holmes, vous avez une méthode. Et cette méthode, elle sera importante lorsque vous allez enquêter sur place. Parce que vous allez voir que la première des choses qui est importante, c'est ce qu'on appelle la trace. C'est-à-dire que quand vous avez un crime ou un forfait qui est commis, la personne qui commet le forfait laisse toujours des traces. Et il faut s'intéresser à ces traces. Et même les toutes petites traces sont importantes parce que ça permet de remonter le fil de l'histoire. Pour autant, il a préservé un personnage ambigu. Ça veut dire que d'un côté, il y a une méthode, clairement, comme dans les Neuf Noirs d'Isaac Asimov. Asimov, il a travaillé de la même manière d'une enquête, d'une méthode, derrière le texte, et c'est deviner, vous, lecteur, qui est le criminel. On passe dans les robots. On retrouve, et puis même ces nouvelles des Veuves Noires sont montées de la même manière, le club des Veuves Noires, et pour autant, il n'était pas obligé, Conan Doyle, d'avoir un personnage aussi antipathique. Et il a quand même forcé de plus en plus, alors le jeu de Watson y est pour beaucoup, mais il aurait pu rester sur le roman énigme classique, qu'on a fait un peu Agatha Christie. Agatha Christie sur une partie de ses Hercule. Est-ce qu'à l'époque, Victor Hugo le trouvait vraiment antipathique? Bonne question. C'est-à-dire qu'il y a quelques réflexions de Watson qui laissent entendre que quand même la personnalité, les sauts d'humeur sont quand même un peu difficiles à vivre pour lui. L'extra du ras-le-bol. Il y a un moment, voir arriver ce type qui saute un peu partout, qui repart, qui réapparaît, qui disparaît, et puis même qui, de temps en temps, est sur le criminel, qui considère que la justice, on s'en fout, il peut bien faire ce qu'il veut. Il y a même juste là pour résumer. C'est ça, j'aimerais bien qu'on insiste bien là-dessus, parce que justement, moi quand je disais roman policier, c'était pour le genre, c'était pas pour caractériser Sherlock, mais c'est que justement, un des principes du genre, c'est souvent rendre la justice, c'est-à-dire pas d'une partie du genre policier, la justice a une importance. Mais on retrouve ça aussi chez le Maigret de Simenon,
c'est que finalement, le but de la lecture et le but du jeu, qu'est ce roman policier, ce type de roman policier, n'est pas forcément de rendre justice, que d'arriver à résoudre quelque chose et à résoudre cette énigme. Il n'en a pas grand-chose à faire, la justice. Sauf dans Charles Augustus Milverton, puisque là il fait affaire à un maître chanteur, et là clairement il le dit, Sherlock Holmes, il dit cette personne-là, elle ne mérite pas de vivre. Donc si moi-même je devais rendre la justice, ça fait depuis longtemps que bon, je n'aurais pas mis une balle dans la tête comme dans la série Sherlock de la BBC, mais effectivement, il lui aurait rendu son compte depuis bien longtemps parce que, je veux dire, de faire chanter des gens, il trouve qu'effectivement c'est le plus abominable des crimes qui peut être commis. Oui, là il en revient à une position personnelle plus qu'à une position de la société. Mais justement sur cette question du personnage antipathique, on parle beaucoup de son profil psychologique, que justement c'est un de ses visages, au-delà de toutes ses compétences scientifiques, toutes les techniques qu'il va développer, qui vont influencer justement les méthodes aussi policières. Il y a vraiment ce profil-là qui est évoqué dans ses romans et nouvelles, et repris par les autres auteurs, et que Jérémy aussi, toi tu évoques là-dedans, c'est-à-dire ses sautes d'humeur, le fait qu'il se drogue. Aujourd'hui, on écrirait peut-être médicalement le cas Sherlock Holmes en mettant un mot sur ces mots MAUX. Peut-être que c'est un grand malade et que ça a été évoqué justement le fait que Sherlock finalement est peut-être atteint de certains troubles. Moi clairement oui, je l'ai comme tel. C'est-à-dire en tout cas un type qui s'isole, qui répond pas, qui a un comportement complètement en marge, jusqu'à Madame Watson a un comportement de dingue. Il lui fait penser quand même de temps en temps à s'habiller et à manger. Enfin, on en est à un point où il y a des moments de perte, de réflexion, enfin pas de réflexion, mais justement, où il est envahi par ses affaires, ou quand il est envahi par ses affaires, envahi par la drogue, justement, ne pas penser. Quand vous avez le cerveau qui tourne à longueur de temps et que vous êtes plus en capacité à un moment ou à un autre de pouvoir faire autrement que de prendre de la cocaïne pour vous calmer, oui, clairement, il y a un truc qui déconne un petit peu. Maintenant, c'est peut-être ça aussi qui en fait un personnage hors du commun et un personnage aussi attachant. C'est-à-dire que si on devait le traiter maintenant, on le traiterait peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, on le regarderait tous bizarrement, on se dirait tous qu'il est extraordinaire, mais comme certainement des gens, des génies qui existent à l'heure actuelle. Je suis sûr que quand on regardait Albert Einstein, on pensait à quelqu'un de sain dans sa tête, etc., ou d'autres, mais pour autant, il attire une forme de respect du fait de cette capacité à voir autrement. Mais oui, il devait avoir un grain. Alors justement, dans tous ces vies. Moi, je ne serais pas aussi tranché. Moi, je dirais que c'est plus un personnage qui marche en parallèle de la façon dont la société fonctionne. C'est-à-dire qu'il a son propre système de fonctionnement. Et le fait qu'il ait son propre système de fonctionnement fait que, fatalement, il est dans un monde qu'on pourrait juger décalé, qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être ça qui est la force du Dr Watson, c'est que lui, il a une approche qui est rigoureuse, puisqu'il est médecin militaire. Et en tant que médecin militaire, il accepte quand même beaucoup plus de choses. Puis c'est surtout une des choses qui est très importante, c'est l'amitié. La profonde amitié qui va se créer entre les deux. Et ça, c'est très important. Si je faisais un parallèle, moi je ferais un parallèle avec une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Astrid et Raphaël, qui est diffusée sur France Télévisions. Et quand vous prenez le personnage d'Astrid, c'est un personnage qui est autiste. Et vous voyez souvent dans cette série des personnes, des policiers qui vont travailler avec Astrid qui ne la comprennent pas sa façon de raisonner et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son monde à elle est dans un monde qui est décalé, et il faut que les gens fassent l'effort, effectivement, aillent vers lui pour pouvoir effectivement la comprendre et suivre un petit peu ses raisonnements, ses déductions, et ainsi de suite. Et là, pareil, on a quelque chose qui est assez proche. On a beaucoup d'études qui ont été faites par les anglo-saxons, et il y a beaucoup de gens qui disent, mais est-ce que Sherlock Holmes tel que Conan Doyle l'a présenté, est-ce qu'il ne serait pas autiste? Pourquoi pas? Oui, c'est une des pistes
qui peut chercher à expliquer. Peut-être que finalement on n'a pas besoin d'expliquer qu'il faut prendre Sherlock comme il est, mais ce qui est quand même peut-être plus marquant au-delà de ça, c'est justement cette façon dont il a traversé des époques. Alors si vous le lisez dans les petites éditions du livre de poche, ils ont repris la préface de Germaine Beaumont, qui est une autrice de littérature policière assez importante aussi, et qui dit « Depuis, la vie imaginaire de Sherlock est devenue une survie en dépit des goûts, des modes, des révolutions dans l'art et la pensée imposées par 2 guerres successives, et cela grâce à l'originalité de sa personne et la hardiesse de ses méthodes. » Alors, est-ce que c'est une des pistes justement pour expliquer comment un personnage, parce qu'il y en a eu des personnages dans le polar qui existent toujours un petit peu, mais lui, il a vraiment survécu quelque part à tout. Est-ce que c'est dans la personnalité de Sherlock ou aussi dans l'écriture de Doyle qu'on peut chercher une réponse à cette survie du personnage? La survie, oui, mais il ne faut pas oublier le côté pop, ce que j'appelle pop culture de l'époque. Il ne faut pas oublier que quand, à l'époque, les nouvelles de Sherlock Holmes sont lues par énormément de gens, puisqu'on a des tirages de 150 000, 200 000, 300 000 exemplaires. C'est énorme à l'époque. Et ce qui va être énorme, c'est la confusion que les gens vont faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se dire, mais ce personnage Sherlock Holmes, il est réel, il n'est pas réel, il est fictif, il n'est pas fictif. Et on va commencer à avoir une espèce de confusion qui va se faire. C'est-à-dire que les gens vont commencer à penser qu'il est réellement existant. Enfin, il existe réellement Sherlock Holmes. C'est un vrai personnage. Les nouvelles qui sont à l'intérieur du Strand ne font que refléter effectivement des véritables enquêtes de ce personnage. Et les gens vont commencer à avoir une littérature d'écriture, d'épistémologie. C'est-à-dire que par exemple, lorsque Conan Doyle a décidé effectivement en 1893 de le tuer dans les chutes de Reichenbach, pendant 10 ans, on n'aura pas Sherlock Holmes. Mais Conan Doyle va recevoir une quantité monstrueuse de lettres en lui disant est-ce que vous avez des nouvelles de Sherlock Holmes, comment c'est-il, à quel endroit il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il pourrait retrouver, est-ce qu'il pourrait participer à une enquête. C'est-à-dire que la confusion des gens fait que les gens l'ont assimilé qu'un personnage non pas fictif, mais un personnage réel. Et ça change énormément les choses à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on a une culture populaire qui s'inscrit directement dans la culture de vie de tous les jours des gens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être beaucoup plus difficile d'avoir ce type de rapport ou ce type de confusion qui se met en place. Alors, la particularité de Sherlock Holmes, pour ma part en tout cas, c'est qu'il est fondamentalement lisible actuellement. C'est-à-dire qu'il est clairement moderne. Vous avez l'écriture au cordeau, ça veut dire que Conan Doyle n'écrit pas comme les auteurs de son époque. On parlait de Stevenson, on parle de Balzac, etc. On n'est pas dans l'écriture de l'époque. C'est ramassé, c'est à l'os, c'est dégraissé. Vous avez une écriture qui est proche de celle d'un journaliste. Ça ne s'égare pas dans des descriptions longues. Alors c'est certainement lié au format. Vous êtes sur des formats courts de presse. C'est une littérature qui se veut divertissante, qui doit se lire vite, mais pour autant qui est d'une efficacité dingue et qui fonctionne maintenant du tonnerre de Dieu. Lire Conan Doyle, c'est un peu comme lire Simon. C'est très efficace et très actuel. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, à l'heure actuelle, pourrait inscrire un roman dans son époque et faire en sorte que 100 ans plus tard, ça soit aussi récent. En 15 pages, je pense que c'est 20 000 signes, il arrive à brosser une époque, une situation, déterminer une intrigue, lui donner une chute, avec une efficacité narrative ou sans précédent. Donc Conan Doyle est certainement un auteur très actuel, mal utilisé. Ouais, je pense que c'est assez important de parler de l'écriture. Moi, donc, en vue de notre discussion, j'ai relu et j'ai été très marquée notamment par sa description des personnages. C'est un paragraphe, il ne fait pas la biographie de la vie du personnage, il dresse quelques caractéristiques physiques qui donnent des indications sur la personnalité de la femme ou de l'homme qu'on va rencontrer. C'est très court et ensuite ça y est, on est en empathie avec le personnage et c'est effectivement impressionnant de voir comment
aujourd'hui encore, on le lit très facilement, et même mieux que quelquefois d'autres auteurs qui ont encore heureux aussi survécu. Et alors quand même, est-ce que toutes ces adaptations qui ensuite ont eu lieu n'ont pas aussi joué, parce que bien sûr pour qu'un personnage survive, il faut, on parlait de culture populaire, que la culture populaire s'en empare, et là il y a eu l'importance bien sûr du cinéma et des séries. Le format des séries est très important aujourd'hui. Alors il y a eu les films de Guy Ritchie, il y a eu la série de la BBC qui peut-être a relancé quelque chose aussi, je ne sais pas exactement si c'est un effet de ma vision. Comme Sherlock Holmes à son époque, c'est un process industriel, il est lié à un format, il est lié à une caractéristique de son époque et un traitement de son époque. Guy Ritchie le cale à son époque, Jeremy Brett dans les années 80, 70-80 s'est calé dans son époque sur la BBC, Moffat avec Sherlock le traite dans son époque. Quasiment sûr que dans quelques années, on parlait tout à l'heure de Raphaël, on l'a en mode français, mais ça se trouve dans quelques années, ça sera en 7 minutes, en format court sur Internet. Mais c'est un format qui, quoi qu'il arrive, un personnage archétypé, dans une société archétypée, avec une volonté d'avoir une nouvelle à chute sur la base d'une enquête où il faut embarquer le lecteur, le spectateur, c'est un process, plus il y a un concept. Donc ça dépasse quelque chose de littéraire. Ce qu'en fait Sherlock Holmes, c'est qu'il a réussi, tu l'as dit un moment, à créer une adéquation entre son lecteur et sa manière d'écrire qui font que maintenant on reproduit un process en le voulant ou en ne le voulant pas, mais en tout cas on est dans un archétype. Donc c'est un archétype comme Agatha Christie l'a créé avec Roger Freud, comme etc., etc. En fait, on a des archétypes et des concepts maintenant qu'on ne fait que reproduire. Je vous coupe juste pour vous donner un chiffre, et vous confirmerez ou pas, parce que je me suis posé la question. On dit souvent c'est le personnage le plus adapté au cinéma. Je crois qu'on est à peu près autour de 300 adaptations à l'écran. Et juste, on dit pour un personnage de fiction humain, parce qu'il y en a un qui a été encore plus adapté, mais dont l'humanité peut se questionner, c'est Dracula. Donc Sherlock Holmes, c'est Dracula. Dracula, en nombre d'adaptations, c'est en dessous. Moi j'ai un chiffre nettement supérieur. C'est tout. Non, moi je peux vous garantir, parce que nous on fait beaucoup d'études, on est beaucoup en contact avec les clubs holmésiens, à la fois en Angleterre, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les adaptations, c'est plusieurs milliers d'adaptations. Je parle à l'écran. Oui, à l'écran, ouais. On peut vous garantir, on peut vous sortir des listes, c'est impressionnant la façon dont le personnage a été utilisé, réutilisé, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau des médias, donc au départ, on a la littérature. De la littérature, on va passer au théâtre. De théâtre, on va passer au cinéma parlant, cinéma muet, cinéma parlant. Et puis après, on va avoir la série télé qui va se mettre en place. Vous allez avoir la bande dessinée, les comics américains, la BD belge, et ainsi de suite. Vous avez les timbres, la philatélie, elle s'est emparée de Sherlock Holmes aussi. Vous avez le manga au Japon. Aujourd'hui, vous avez énormément de productions manga au Japon. Détective Conan, c'est aujourd'hui plusieurs centaines de livres. Au niveau épisode, je crois, télévisuel, c'est pratiquement 800 ou 900 épisodes, 27 longs métrages. Et puis il y a plein de nouvelles séries, d'autres séries au Japon qui sortent continuellement. Donc on s'aperçoit que chaque époque va mettre un média en avant. Et ce média, c'est comme si c'était un aimant, et ça va attirer Sherlock Holmes et les scénaristes dedans. Alors par exemple, un truc qui est très intéressant, il faut savoir que par exemple dans les années 60-70, il y avait un petit peu un système de convention qui existait aux États-Unis chez les scénaristes. Et c'était un petit peu une espèce de jeu parmi eux qui voulait que lorsqu'ils écrivaient un scénario, il fallait essayer de caser le personnage de Sherlock Holmes à un moment donné. Et vous avez par exemple des séries comme Arabesque, si vous avez déjà vu, regardez le premier épisode de Arabesque, ça s'appelle « Mais qui a tué Sherlock Holmes ?» Donc vous avez des cosplays, des gens qui viennent passer une soirée, il y en a un qui s'est déguisé en Sherlock Holmes et on le retrouve dans la piscine. Vous avez des séries comme Star Trek. Star Trek, vous avez des épisodes qui sont des épisodes holmésiens. Là, ils ont profité d'avoir un holodeck, et
Dans l'holodeck, vous avez l'Android Data qui va carrément se créer le personnage de Sherlock Holmes et qui va enquêter. Et manque de bol, eh bien l'ordinateur de bord de l'Enterprise va créer un personnage qui va se confronter à lui, qui est Ben Moriarty, donc lequel il va avoir énormément de mal à se débarrasser. Enfin, finalement, ils n'arriveront pas à s'en débarrasser. Mais vous allez avoir comme ça tout un tas. Vous avez un immense réalisateur comme Billy Wilder, certains shows et ainsi de suite. Il a fait tourner pas mal de films aussi avec Marilyn Monroe et ainsi de suite. Et Billy Wilder, ça c'était pareil, c'était depuis 10 ans, il avait un projet de Sherlock Holmes qu'il voulait monter. Donc il a voulu le faire au départ en comédie musicale, puis le format ne se prêtait pas bien. Et il a après pensé au cinéma, mais il a trouvé les financements. Et 10 ans après avoir eu l'idée de ce projet, donc il a réussi à le concrétiser. Et il en a fait un film, au départ, qui était un film de plus de 3 heures, pratiquement 3h20. Et ce film, malheureusement, a été coupé, parce qu'il était basé sur 4 histoires. Mais on a des scènes dedans, dans les scènes coupées, qui sont des véritables dialogues, enfin, des rapports à la comédie par Billy Wilder, mais c'est savoureux au plus haut point. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Billy Wilder, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu tous les travers de Sherlock Holmes. Billy Wilder, c'est ce qu'il a voulu montrer un petit peu au niveau de son film La vie privée de Sherlock Holmes, qui est sorti en 1970, c'est de se dire, il y a plein de travers au niveau du personnage. Pourquoi, par exemple, il a ces femmes, pourquoi il a ce caractère taciturne, pourquoi il se drogue, et ainsi de suite. Et Billy Wilder, ce qui l'a intéressé, c'était de se dire, tiens, et si j'exploitais cette veine-là, c'est-à-dire que si j'essayais de comprendre de façon sociologique un petit peu pourquoi Sherlock Holmes c'est comme ça. Et il a fait donc ce film qui est un pur joyau. Moi, régulièrement, il est rediffusé sur Arte, donc si vous avez l'occasion, regardez ce film de Billy Wilder. Aujourd'hui, c'est un des films qui est le plus intéressant, qui pose une problématique par rapport au personnage qui est très savoureuse, parce qu'il lui tente de donner des explications qui sont crédibles par rapport à son scénario et qui fonctionnent très très bien au niveau de son film. Alors après, si vous êtes des puristes, effectivement, il faut se tourner vers la Granada qui a produit entre 1984 et 1994 41 épisodes. Ils n'ont pas pu faire la totalité des aventures de Sherlock Holmes telles que c'était prévu au départ, puisque l'acteur principal, Jeremy Brett, est décédé entre-temps. Mais eux étaient dans le côté inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils cherchaient à être le plus fidèle possible aux nouvelles, au canon, ce qu'on appelle le canon. Et vous avez un personnage, là où vous parliez tout à l'heure du personnage complètement torturé, Jeremy Brett, avec une interprétation où des fois il est hallucinant, c'est-à-dire qu'il joue un personnage dynamique, il peut avoir un rapport avec Watson qui est très agréable, et puis la seconde d'après, il explose carrément. Donc ces épisodes de la Granada le montrent très très bien. Et vous avez dans tout ce qui est les adaptations énormément de facettes. Vous avez après, pourquoi ne pas utiliser un Sherlock Holmes en personnage féminin? Alors vous pourriez vous dire, oui, on l'a vu par exemple dans Elementary, on a Joan Watson, on a eu une série japonaise qui s'appelle Sherlock, mais le personnage féminin de Sherlock Holmes, c'est 1908. Déjà à cette époque, on avait fait un personnage féminin avec Sherlock Holmes. Donc on s'aperçoit aussi qu'on cherche à inventer au niveau des médias les choses, mais en vérité on ne fait que reprendre, réinterpréter, remettre un petit peu au goût du jour les choses, et voilà. Justement, ce serait peut-être ça la question, c'est qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui resterait à faire avec le personnage, soit dans un univers dans lequel le projeter ou une caractéristique à lui donner. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ou finalement tout est là et revient cycliquement? Moi je dirais, regardez la série Sherlock de la BBC, ce qui peut paraître complètement anachronique. Dire, tiens, on va faire un Sherlock Holmes à notre époque moderne. Alors maintenant, on peut voir que Stephen Moffat et Mark Gatiss, ce sont deux grands spécialistes, deux grands fans de Sherlock Holmes. Lorsqu'ils faisaient le trajet tous les lundis matins entre Londres et Cardiff, parce qu'ils étaient en train de produire Doctor Who, parce qu'ils ont parlé tous les deux sur Doctor Who, et donc dans le train, ils se disaient, mais si on relançait Sherlock, et si on le mettait dans une époque moderne, et si on utilisait des caractéristiques, tiens, au lieu que Watson il écrive des nouvelles, si il met un blog, et si Sherlock utilisait un téléphone portable, voilà. Et c'est plein de petites idées comme ça qui vont germer en disant, mais oui, on peut le transposer dans une époque moderne. On pourrait très bien transposer Sherlock dans une époque complètement d'anticipation.
Star Trek l'a monté. Il y a un dessin animé aussi à la fin des années 90 où on se pose carrément au 22e siècle. Et ça fonctionne, et ça marche. Donc, je dirais que ce n'est que l'imagination des scénaristes, des réalisateurs, qui feront qu'on pourra lui donner une limite. Et que véritablement, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à la limite du personnage de ce qu'on peut en faire. C'est bon, Jérémy. Je pense qu'on peut pas. Enfin, le concept est posé, donc quoi qu'il arrive, il est reproduisible à l'infini. Ouais, la force, c'est d'avoir créé ce concept. Oui. Surtout qu'il y a un petit élément dont on n'a pas parlé, mais c'est qu'il y a quand même pas mal d'humour et d'ironie aussi dans le style et dans la personnalité de Sherlock, qui en font aussi un élément assez agréable et utile. Oui, c'est que je vais faire une petite soupape. Et pour finir, rebondir sur ce qui nous attend dans l'heure qui va venir, il y a des aventures de Sherlock où il surgit à côté de ses amis, où il est déguisé et personne ne le reconnaît. Il avait une capacité de se travestir, de se déguiser, qui est assez importante. Et voilà ce qui va nous amener à conclure et à laisser la place, n'est-ce pas, au cosplay. Alors, si vous voulez savoir le champion des interprétations avec les déguisements, alors, on trouve quelques films, c'est avec un acteur dans les années 1921-1923 qui s'appelle Anne Norwood, qui est complètement oublié aujourd'hui. Et cet acteur était tellement fort de la façon dont il se déguisait, c'est-à-dire qu'il allait se présenter dans les studios déguisé. Et il se faisait mettre dehors par les gardiens en lui disant, et il enlevait son image, il disait mais non, je suis l'acteur principal, c'est moi qui va jouer là dans ce film-là. Et donc il était très très fort au niveau des déguisements parce que je ne sais pas si les plus enfin ceux qui ont un petit peu mon âge se souviennent lorsqu'on avait la série Arsène Lupin avec Georges Écrière, et Georges Écrière se baladait dans les villes en étant déguisé et en essayant de chercher si les gens allaient le reconnaître et ainsi de suite. Et Conan Doyle s'est amusé aussi un petit peu à ce jeu-là, c'est-à-dire que quand il a publié le premier roman qui était Le Monde Perdu, il a fait quelques photos publicitaires sur lesquelles il s'était déguisé en Challenger avec une grande barbe noire et ainsi de suite. Et il se baladait dans les rues de Londres comme ça pour faire un petit peu la promotion et essayer de titiller les gens comme ça, de les provoquer pour essayer de se faire connaître et pour que ça soit un effet un peu marketing au niveau de la vente de son livre. Bon, merci à tous les deux, on va finir là-dessus. Longue vie donc à Sherlock et donc place ensuite aux cosplayers pour continuer avec les déguisements. Merci à tous et à toutes.